Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé Naissance de la biopolitique. Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme et s'intéresse à montrer en quoi ces idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy de Laganerie dans son essai Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique, qui commente ce cours de Michel Foucault, l'une des affirmations peut-être les plus troublantes de naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans le podcast précédent, je vous ai parlé de la notion d'homo economicus. Michel Foucault fait une espèce d'historique de cette notion et de son évolution jusqu'à l'avènement du néolibéralisme. La conclusion de la réalité de l'homo economicus pour les néolibéraux, c'est que le gouvernement ne doit pas s'occuper de l'économie et ne doit que s'occuper de la société civile. Le sujet de l'homo economicus s'oppose alors au sujet de droit. L'économie politique montre ainsi que le gouvernement ne doit pas toucher à l'économie, mais qu'il peut en revanche toucher à la société civile. La société civile, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je crois que c'est une tentative, la notion de société civile, l'analyse de la société civile, l'ensemble des objets ou éléments que l'on a fait apparaître dans le cadre de cette notion de société civile, tout cela, c'est en somme une tentative pour répondre à la question que je viens d'évoquer, comment gouverner selon des règles de droit, un espace de souveraineté qui a, comme vous voudrez, le malheur ou l'avantage d'être peuplé par des sujets économiques. Comment trouver une raison, comment trouver un principe rationnel pour limiter, autrement que par le droit, autrement que par la domination d'une science économique, une pratique gouvernementale qui a à tenir compte, à prendre en charge l'hétérogénéité de l'économique et du juridique. La société civile, ce n'est donc pas une idée biologique. La société civile, c'est, je crois, un concept de technologie gouvernementale. Ou plutôt, c'est le corrélatif d'une technologie de gouvernement dont l'économie au sens de la mesure rationnelle, technologie de gouvernement dont la mesure rationnelle doit s'indexer juridiquement à une économie entendue comme processus de production et d'échange. La société civile, ce qu'on appelle maintenant la société, et ce qui était au XVIIIe siècle appelé la nation, c'est une technologie gouvernementale qui permet une auto-limitation de la pratique gouvernementale par respect des lois de l'économie, mais n'empêche pas la présence d'un gouvernement. L'homo economicus est d'une certaine façon la brique élémentaire abstraite et purement de nature économique qui est au sein de la réalité dense, pleine et complexe constituée par la société civile. Ces deux ensembles, Homo economicus et société civile, font partie des technologies de la gouvernementalité libérale. La notion de société civile a complètement changé au cours du XVIIIe siècle. Par exemple, pour John Locke, la société civile, c'était une société caractérisée par une structure juridico-politique. Elle n'est pas distinguable de la société politique comme le montre l'intitulé du chapitre 7 du second traité du gouvernement de Locke, de la société politique ou de la société civile. C'est à partir de la découverte de l'économie politique que la transformation de la société civile s'opère. Essai sur l'histoire de la société civile d'Adam Ferguson est le texte fondateur de cette nouvelle société civile. Cette société civile, chez Ferguson, je voudrais la caractériser, relever 3 ou 4 caractères essentiels. Premièrement, la société civile entendue comme constante historico-naturelle. Deuxièmement, la société civile comme principe de synthèse spontanée. Troisièmement, la société civile comme matrice permanente de pouvoir politique. Et quatrièmement, la société civile comme élément moteur du discours. Premièrement, la société civile est une constante historico-naturelle. C'est-à-dire que la société civile, pour Ferguson, a toujours existé et existera toujours tant que les hommes existent. La question de ce qui se passerait sans société n'a donc aucun sens car les hommes ont toujours fait société. Je cite Ferguson, « La société est aussi ancienne que l'individu. La nature humaine étant d'être sociale, la nature de la nature humaine est d'être historique. » Deuxièmement, la société civile est l'assurance de la synthèse spontanée des individus, c'est-à-dire qu'aucun contrat explicite, aucune union volontaire, aucun renoncement à certains droits, aucune délégation de droit à quelqu'un d'autre n'est nécessaire pour faire société. En fait, si la société civile opère effectivement une synthèse, ce sera bien tout simplement par une sommation des satisfactions individuelles dans le lien social lui-même.
Comment concevoir, dit Ferguson, un public heureux si les membres considérés et qui constituent ce public ne sont pas eux-mêmes heureux? Autrement dit, réciprocité entre les éléments et le tout. Au fond, un individu, on ne peut pas dire, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir qu'il soit heureux si l'ensemble dont il fait partie n'est pas heureux. Mieux, on ne peut même pas apprécier exactement la qualité d'un individu, sa valeur, sa vertu. On ne peut pas l'affecter du coefficient du bien ou du mal si on ne le pense pas dans la réciprocité, ou en tout cas si on ne le pense pas à partir de la place qu'il occupe dans le tout, du rôle qu'il joue et des effets qu'il est produit. Ferguson ajoute qu'il est également vrai que le bonheur des individus est le grand objet de la société civile. On n'est pas ici dans un mécanisme ni dans un système d'échange de droits, bien que ce soit toujours les intérêts qui soient fondamentaux dans cette société civile, ils ne sont pas de nature économique. Ce sont au contraire des intérêts désintéressés, car ce qui lie les individus les uns aux autres dans la société civile, c'est la sympathie, les sentiments et les mouvements de bienveillance des individus les uns pour les autres, le dégoût, le plaisir face au malheur de d'autres individus. En revanche, dans la société civile, ces liens de sympathie, ces liens de bienveillance sont corrélatifs de liens, au contraire, je vous le disais, de répugnance, de non-adhésion, de non-bienveillance à l'égard de certains autres. C'est-à-dire que la société civile se présentera toujours comme ensemble limité, comme ensemble singulier parmi d'autres ensembles. C'est-à-dire que la société civile, ça ne sera pas l'humanité en général. La société civile, ça sera des ensembles de même niveau ou des ensembles de niveaux différents qui vont regrouper les individus en un certain nombre de noyaux. C'est la société civile, dit Ferguson, qui fait que l'individu embrasse le parti d'une tribu ou d'une communauté. La société civile n'est pas humanitaire, elle est communautaire. La société-nation est une des formes majeures de la société civile, mais pas la seule possible. Vous voyez ici que le lien économique, qui permet la convergence des intérêts égoïstes, va avoir tendance à défaire le lien spontané que la société civile noue naturellement. Et pourtant, Ferguson dit dans l'histoire de la société civile, jamais le lien entre les individus n'est plus fort que lorsque l'individu n'y trouve pas d'intérêt direct. Jamais le lien n'est plus fort entre les individus que lorsqu'il s'agit, pourrait-on dire, de se sacrifier par exemple, ou d'aider un ennemi, ou de préférer rester dans sa tribu, plutôt que de trouver ailleurs abondance et sécurité. La société civile a pour brique fondamentale les intérêts désintéressés, par opposition au monde économique qui est fondé sur l'intérêt égoïste. Par conséquent, pour Michel Foucault, et je cite, « Plus on va vers un état économique, plus paradoxalement, le lien constitutif de la société civile se défait et plus l'homme est isolé par le lien économique qu'il a avec tout le monde et n'importe qui. » Voilà donc le deuxième caractère de la société civile, une synthèse spontanée à l'intérieur de laquelle le lien économique trouve sa place, mais que le lien économique menace sans arrêt. Troisièmement, la société civile est une matrice permanente de pouvoir politique. En effet, dans cette société civile, qui n'a pas besoin de pacte d'union entre les individus, il n'y a pas non plus besoin de pacte juridique ni de pacte de sujétion qui oblige les individus à obéir à certains autres. Il y a formation spontanée de pouvoir simplement par les liens que créent les individus entre eux. Les différences concrètes, aussi minimes soient-elles, vont induire une répartition des tâches différentes entre les individus au sein de cette société civile, que ce soit dans le cadre de la production ou dans les processus par lesquels les décisions d'ensemble sont prises par le groupe. Les uns vont donner leur avis, les autres vont donner des ordres. Les uns vont réfléchir, les autres vont obéir. Antérieurement, dit Ferguson, antérieurement à toute institution politique, les hommes sont doués d'une variété infinie de talents. Si vous les mettez ensemble, chacun trouvera sa place. Ils vont donc approuver ou blâmer ou décider tous ensemble, mais ils examinent, consultent et délibèrent en portions plus choisies. En tant qu'individus, ils prennent ou laissent prendre de l'ascendant. C'est-à-dire que la décision du groupe apparaît bien en effet dans la société civile comme la décision du groupe tout entier, mais quand on regarde plus finement comment ça se passe, eh bien chacun, les choses se sont passées, dit-il, par portions plus choisies. En tant qu'individu, eh bien les uns ont pris de l'ascendant et les autres ont laissé prendre sur eux de l'ascendant. Par conséquent, le fait du pouvoir précède le droit qui va instaurer, justifier
limiter ou intensifier ce pouvoir, avant que le pouvoir ne se règle, avant qu'il ne se délègue, avant qu'il ne s'établisse juridiquement, il a déjà existé. Nous suivons un chef avant que d'avoir imaginé de discuter ses prétentions ou fixer des formes pour son élection. Et ce n'est qu'après avoir fait bien des fautes en qualité de magistrat ou de sujet que les hommes se sont enfin avisés d'assujettir à des règles le gouvernement lui-même. La structure juridique du pouvoir vient toujours après coup, après le fait du pouvoir lui-même. Pour Ferguson, un système de subordination est aussi essentiel aux hommes que la société elle-même. Quatrièmement, la société civile est le moteur de l'histoire, c'est-à-dire que la société civile évolue au fur et à mesure du temps. Selon Ferguson, elle passe par 3 phases. D'abord vient la phase de sauvagerie, c'est la société de chasse et de pêche, sans forme d'agriculture ni d'élevage, sans forme de propriété et sans trop de subordination à ce qu'on pourrait appeler le gouvernement. Puis les égoïsmes économiques jouant, cette société sauvage se transforme en société barbare. La société barbare comprend des individus ou des groupes ayant des troupeaux et des pâturages. La propriété privée s'installe, mais elle n'est pas encore garantie par des lois. Les relations de subordination s'accentuent, et c'est à ce moment-là que se forment les rapports de patron à client, de maître à serviteur, etc. Enfin, il y a la société de la civilisation, où les lois garantissent des droits, et notamment les droits à la propriété. Ces transformations sont permises par l'intérêt égoïste. C'est l'intérêt égoïste. C'est par conséquent le jeu économique qui va introduire dans la société civile cette dimension par laquelle l'histoire s'y trouve perpétuellement présente, le processus par lequel la société civile est fatalement et nécessairement engagée dans l'histoire. Les hommes, dit-il à la page 336 du premier volume, les hommes, en suivant l'impulsion du moment, en cherchant à remédier aux inconvénients qu'ils éprouvent et à se prouver les avantages qui se présentent à leur portée, arrivent à des termes qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Comme les autres animaux, ils fournissent la carrière de leur nature sans en apercevoir le but, semblables au vent qui viennent on ne sait d'où et qui soufflent partout où il leur plaît. Les formes de la société civile se rapportent à une origine obscure et lointaine. Bref, les mécanismes qui constituent en permanence la société civile et ceux qui engendrent en permanence l'histoire dans ses formes générales sont donc les mêmes. La société civile se transforme donc au gré des impulsions des intérêts égoïstes. L'histoire se modifie perpétuellement du fait des changements de ces intérêts égoïstes. C'est en ça qu'elle constitue le moteur de l'histoire. Cette analyse pose pourtant un certain nombre de problèmes. Il s'agissait au XVIIe et au XVIIIe siècle de savoir comment on pourrait retrouver à l'origine de la société la forme juridique qui limiterait par avance à la racine même de la société l'exercice du pouvoir. Là, au contraire, on a affaire à une société qui existe avec des phénomènes de subordination, donc des phénomènes de pouvoir, et le problème va simplement être de savoir comment régler le pouvoir, comment le limiter à l'intérieur d'une société où la subordination joue déjà. Et c'est ainsi que va se poser la question qui va hanter pratiquement toute la pensée politique de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à toujours, les rapports de la société civile et de l'État. Problème qui ne pouvait évidemment pas se formuler de cette manière-là avant la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui maintenant va se présenter de la manière suivante, soit quelque chose qui est déjà donné et qui est la société. Qu'est-ce que l'État dans sa structure juridique, qu'est-ce que l'État dans son appareil institutionnel peut être et comment est-ce qu'il peut fonctionner par rapport à... Les solutions trouvées en Europe, selon Michel Foucault, sont différentes. En Allemagne, la société civile s'analyse en termes d'opposition à l'État. En Angleterre, l'analyse ne se fera pas entre société civile et État, puisque l'État n'a jamais été un problème en Angleterre, mais entre société civile et gouvernement. C'est-à-dire que le problème sera de savoir s'il est vrai que la société civile est toute donne, s'il est vrai qu'elle assure elle-même sa propre synthèse, s'il est vrai qu'il y a une sorte de gouvernementalité interne à la société civile, qu'est-il besoin d'un gouvernement supplémentaire? Est-ce qu'il est vraiment besoin d'un gouvernement pour la société civile? Et c'est cette fameuse question que Paine posera à la fin du XVIIIe siècle, qui va tout de même hanter la pensée politique anglaise jusqu'au XXe siècle ou moins, qui est, après tout, est-ce que la société ne pourrait pas exister sans gouvernement?
ou en tout cas sans autre gouvernement que celui qu'elle crée spontanément et sans qu'il y ait besoin d'institutions qui reprennent en quelque sorte en charge la société civile et lui imposent des contraintes qu'après tout elle n'accepte pas. Question de peine, il ne faut pas, dit-il, confondre société et gouvernement. La société est produite par nos besoins, mais le gouvernement est produit par nos faiblesses. La société encourage la relation, le gouvernement crée des différences. La société est un patron au sens anglais du terme, un protecteur, le gouvernement est un punisseur. En toutes circonstances, la société est une bénédiction. Le gouvernement n'est au mieux qu'un mal nécessaire, au pire, il est intolérable. Alors qu'en France, la solution sera différente des Anglais et des Allemands. Ce sera la question du tiers-État comme problème politique et comme problème historique jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est l'idée que la bourgeoisie est moteur de l'histoire de France du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Et donc cela pose la question du pouvoir du gouvernement par rapport à la société civile. Philosophe allemand, analyste politique en Angleterre, historien en France, c'est toujours ce même problème de la société civile que vous allez retrouver comme, je crois, problème politique et problème théopolitique majeur. Auparavant, la solution au problème de la société civile et de l'État, et par conséquent la limitation de l'exercice indéfini du pouvoir du souverain, c'était la sagesse du gouvernant. Et par sagesse, il fallait comprendre gouverner selon l'ordre des choses, selon la connaissance des lois humaines et divines. À partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est ce que j'avais essayé de vous montrer l'an dernier, le réglage de l'exercice du pouvoir ne me semble pas se faire selon la sagesse, mais selon le calcul, c'est-à-dire calcul des forces, calcul des relations, calcul des richesses, calcul des facteurs de puissance, c'est-à-dire que l'on ne cherche plus à régler le gouvernement à la vérité, on cherche à le régler à la rationalité. Régler le gouvernement à la rationalité, c'est là, me semble-t-il, que commencent ce qu'on pourrait appeler les formes modernes de la technologie gouvernementale. Le problème devient alors, faut-il régler le gouvernement à la rationalité de celui qui gouverne et qui voudrait peut-être maximiser sa propre puissance, ou sur la rationalité de l'individu souverain en tant qu'agent économique propre suivant ses intérêts au sens le plus général du terme. C'est cela, me semble-t-il, ce qui caractérise la rationalité libérale. Comment régler le gouvernement, l'art de gouverner, comment trouver le principe de rationalisation de l'art de gouverner sur le comportement rationnel de ceux qui sont gouvernés. C'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'apparaît la transformation importante de la rationalité gouvernementale qui doit se constituer sur le comportement d'individus suivant leurs intérêts. Mais ce n'est pas pour autant que c'est à cette période que s'arrête l'idée d'État souverain. On peut même dire, de façon globale, générale, que toutes les politiques nationalistes, toutes les politiques étatiques, etc., vont être des politiques dont le principe de rationalité sera indexé à la rationalité, ou si vous voulez, en d'autres termes, à l'intérêt et à la stratégie des intérêts de l'individu souverain, ou de l'État en tant qu'il constitue une individualité souveraine. L'idée d'un gouvernement réglé à la vérité n'a pas disparu non plus, car le marxisme, c'est au final la recherche d'une gouvernementalité indexée non pas sur la rationalité des individus, mais plutôt sur une rationalité historique qui se manifesterait peu à peu comme vérité. Et c'est en ceci que vous voyez dans le monde moderne, celui que nous connaissons depuis le XIXe siècle, toute une série de rationalités gouvernementales qui se chevauchent, s'appuient, se contestent, se combattent les unes les autres, rationalité, art de gouverner à la vérité, art de gouverner à la rationalité de l'État souverain, rationalité du art de gouverner à la rationalité des agents économiques, d'une façon plus générale, art de gouverner à la rationalité des gouvernés eux-mêmes. Et ce sont tous ces différents arts de gouverner, ces différents types de manières de calculer, de rationaliser, de régler l'art de gouverner qui, en se chevauchant les uns les autres, vont faire en gros l'objet du débat politique depuis le XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la politique finalement, sinon à la fois le jeu de ces différents arts de gouverner avec leurs différents index et le débat que ces différents arts de gouverner suscitent. C'est là, me semble-t-il, que naît la politique. Bon, et bien voilà, merci.
C'est sur ces derniers mots que Michel Foucault finit ce cours intitulé « Naissance de la biopolitique ». Biopolitique dont au final il n'a pas parlé puisque ce cours se consacre davantage au libéralisme, à son évolution et aux notions qui lui sont associées. Si Michel Foucault a fait ce cours, c'est je pense parce qu'il a d'abord pris au sérieux les économistes et par conséquent l'économie politique. L'économie politique, c'est le moyen rationnel de limiter la croissance indéfinie de l'État. En ce sens, il a reconnu le caractère fondamentalement critique du libéralisme, car le libéralisme peut être résumé à la critique constante et répétée du gouvernement. Le libéralisme, c'est l'émancipation de l'individu en tant que gouverné à l'égard des gouvernants. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.